Parti. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire co-animé par Betterway et Ecodev et qui s'intitule « Quels impacts et résultats pour les entreprises qui ont mis en place une politique de mobilité durable ?» Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir sur scène Marty Brige-Legros, qui est consultant en mobilité durable et qui a notamment participé au baromètre FMD 2022. Il est également coordinateur de l'écosystème mobilité chez Ecodev. Et nous recevrons également Tanguy de Grandmaison, qui travaille en tant que VP Sales chez Betterway. Le webinaire se fera en 3 parties. Une première partie où on vous expliquera pourquoi et comment mettre en place une politique de mobilité dans votre entreprise. Et une seconde partie où on fera un focus sur le forfait mobilité durable et on vous expliquera la place qu'a le forfait mobilité durable. Et à la fin, on essaiera de se consacrer 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc pour la partie technique, vos questions, vous pouvez les poser en bas à droite de votre écran. Vous avez un onglet questions. Vous pouvez les mettre à cet endroit. Comme ça, elles seront toutes centralisées. On essaiera de les regrouper par grosses thématiques pour pouvoir y répondre à la fin de ce webinaire. Voilà. Pour la première partie, je vais laisser la parole à Tanguy. Attends, Il y a déjà 80 participants, donc allez, je pense qu'on peut commencer. on y va. Bonjour à tous. Alors, voilà. Bonjour à tous. Petit sujet de son. Écoutez, on est ravis de se retrouver. Évidemment, je vous souhaite à tous une excellente année 2023, pleine de mobilité durable, un maximum de mobilité durable, évidemment. On va aborder effectivement dans cette première partie comment et pourquoi mettre en place une politique de mobilité durable. Ce qui est important de prendre en compte dans un premier temps, c'est qu'on a constaté sur ces dernières années un vrai changement dans ce qui pouvait avoir des impacts sur la mobilité, et notamment la mobilité des salariés qui nous concernent aujourd'hui. Jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, on avait un prisme qui était très voiture, transport en commun, et puis quelques personnes à pied pour celles dont c'était. Aujourd'hui, on a un certain nombre de mobilités qui ont éclaté, qui ont émergé et qui redistribuent les cartes. On a un point important autour du développement du télétravail. Le télétravail, effectivement, c'est moins de mobilité. Évidemment, ça diminue notamment les abonnements de transport en commun, donc ça va avoir un impact en termes de gestion et en termes de politique mobilité pour les entreprises. C'est la prise de conscience écologique, évidemment, donc on va avoir un certain nombre de salariés et d'entreprises qui vont favoriser ces mobilités durables et qui vont venir à pied, à vélo, à trottinette, etc. En tout cas, en utilisant une mobilité plus durable que celle qu'elles utilisaient traditionnellement. Et puis, l'essor du flexible work, qui effectivement a souvent deux pans. Un qui est la non-mobilité. Souvent, quand on fait du flexible work, on a évidemment une partie de télétravail, puisque les trajets sont un petit peu plus longs, mais aussi des abonnements longue distance à gérer pour l'entreprise. Donc, on voit bien que sur cette toute petite introduction, on a déjà une multitude de cas de figure, une multitude de sujets autour de cette mobilité. On a rappelé ici effectivement que la mobilité, les transports, est le deuxième poste de dépense des Français aujourd'hui. Pourquoi mettre en place une mobilité durable et pourquoi s'engager ? Alors, dans un premier temps, évidemment pour les salariés, alors à des fins d'amélioration de la qualité de vie au travail, pour leur permettre d'utiliser le transport de leur choix pour leur trajet. Ça, on y reviendra, mais c'est quelque chose de très, très important. Et puis, pour augmenter leur pouvoir d'achat. Augmenter leur pouvoir d'achat, c'est en diminuant leurs dépenses qu'ils réalisent. Ça peut être le télétravail, ça peut être
différentes choses, ou en augmentant effectivement la part que l'employeur distribue aux salariés. Pour rebondir là-dessus, on voit un lien très fort entre une politique de mobilité durable et la qualité de vie au travail des salariés. On a pris quelques chiffres d'exemple. Ici, je prendrai un chiffre qui parle de la santé des collaborateurs, notamment en lien avec la sédentarité. Et ce qu'on constate, c'est que mettre en avant les modes alternatifs à la voiture individuelle, notamment les modes actifs comme le vélo ou la marche, permet d'intégrer une activité physique peu intense et régulière dans un quotidien de façon assez facile. Et donc, ce qu'on constate, c'est que en termes d'absentéisme, donc là c'est un avantage pour le salarié mais aussi pour l'employeur, le fait d'avoir des personnes qui viennent à vélo ou à pied au sein de son organisation réduit de façon significative l'absentéisme, donc là à hauteur de 15%. Et puis, ça améliore le bien-être des collaborateurs de façon générale lors de leur journée de travail. On le sait, une activité physique permet d'avoir une motivation, un dynamisme et un enjouement plus important dans sa journée. Il y a des études assez récentes, notamment canadiennes et anglaises, qui attestent de ça. Et donc c'est intéressant de pouvoir mettre ça en exergue. Et puis, bien sûr, tant qu'il l'a évoqué, le fait de diminuer le budget de transport mobilité des salariés est aujourd'hui quelque chose qui parle à tout le monde. Hein. C'est sous le feu des projecteurs de l'actualité avec la question d'augmentation des prix des carburants, etc. On a aussi effectivement la mise en place d'une politique de mobilité, c'est important pour l'entreprise. Alors, optimiser le temps de gestion de la mobilité domicile-travail, qu'est-ce que ça veut dire ? On constate qu'aujourd'hui, dans les entreprises se sont adaptées aux différents cas d'usage sans pour autant, très régulièrement, définir de politique de mobilité. Donc, je vais avoir des cas particuliers en fonction des sites, en fonction des entreprises que je peux avoir. Ah oui, il y en a qui a du longue distance, de l'abonnement de transport en commun, les deux, etc. Le fait de définir cette politique de mobilité et de mobilité durable va pouvoir permettre de cadrer et évidemment simplifier et diminuer ce temps de gestion. Et booster sa marque employeur, Marty va en parler juste après, mais effectivement, la mise en place de ces politiques mobilité durables, que ce soit pour l'attraction, la rétention des talents, l'attraction ou la rétention des talents, pardon, est importante. D'un côté, pour la partie, on va dire, écologique, RSE de l'entreprise, et d'un autre côté, effectivement, pour la partie pouvoir d'achat. Yes. En effet, donc, en termes d'attractivité et de maintien des talents au sein des organisations, un chiffre assez marquant qui émane du laboratoire de la mobilité inclusive, c'est que 40% des employeurs rencontrent ou ont rencontré des difficultés à pourvoir un poste en raison de problématiques de mobilité. Donc, on voit que c'est un levier d'accès à l'emploi pour les salariés et puis d'attraction des talents pour l'employeur. Et puis, on parlait d'absentéisme juste avant. En termes de productivité aussi, les pratiques de mode actif permettent, donc là, selon des études suisses et danoises, d'augmenter la productivité entre 3 et 10% de gain de productivité. Donc, c'est aussi un argument assez parlant pour les entreprises et pour les employeurs. Et évidemment, le dernier pan qui est pour la planète, hein, pourquoi s'engager pour la planète? Évidemment, la mise en place de ces politiques de mobilité va viser à réduire durablement l'impact carbone des déplacements des collaborateurs. J'ai déjà vu quelques questions passer sur le sujet, notamment sur le calcul de cet impact. C'est un vaste sujet, on y reviendra un tout petit peu après dans la deuxième partie, mais évidemment, la promotion de ces développements durables a un impact extrêmement positif pour la planète. Et en lien avec ça, on a aussi trouvé quelques chiffres pour éclairer le sujet. D'abord, la pollution de l'air, on estime qu'elle génère au moins 48 000 décès par an en France et qu'elle a un coût direct et indirect, de pollution de l'air, sur la santé, qui est estimé à 100 milliards d'euros par an depuis 2015. Donc, ce
qui est un coût non négligeable pour la collectivité. Donc là, ça concerne tout le monde, hein, puisqu'on est tous amenés à couvrir ce coût via nos impôts, nos taxes, etc. Donc c'est un élément très important à prendre en compte. On parlait de la planète, mais j'ai envie de dire, on pourrait parler de notre environnement au sens de ce qui nous environne aussi. C'est pour ça qu'on a mis un chiffre sur la pollution sonore aussi. C'est assez important, notamment en Île-de-France, mais pas que. La pollution sonore, on estime qu'elle touche 25 millions de Français qui sont affectés par le bruit des transports spécifiquement. Et notamment 9 millions de Français de façon assez critique, ce qui est de façon, encore une fois, non négligeable. Il y a aussi, au sens de ce qui nous environne, des choses intéressantes à noter, notamment la mise en place d'une politique de mobilité durable peut participer à faire en sorte de limiter le foncier alloué au parking autour des entreprises. Donc ça, c'est aussi le foncier et le coût lié à la gestion et à la construction des parkings pour les entreprises. Donc ça, c'est aussi un argument assez intéressant à avancer auprès de vos directions d'entreprise, parce que ça parle et c'est quelque part un retour sur investissement, même s'il est indirect, qui est intéressant. On a ici, je me joins à Tanguy, désolé, j'ai commencé à parler, mais sans vous souhaiter la bonne année également, mais je joins à Tanguy pour vous souhaiter la bonne année. Et ici, on a essayé de définir les composantes d'une mobilité durable, une politique de mobilité durable. Et il était important pour nous de bien balayer ce qu'on considère comme les 5 piliers, quelque part, qui permettent d'intégrer de façon globale une politique de mobilité. Et donc, je vais lire ce schéma en sens anti-horaire. On retrouve dans un premier temps le pilotage et la stratégie de la politique de mobilité. Et en cela, ça peut se traduire par l'élaboration d'un plan de mobilité employeur, ce qu'on recommande vivement en tant que bureau d'études, mais aussi pour le bien fondé de la politique que vous allez pouvoir mettre en place. Ça peut également passer par des accompagnements sur l'accord, les accords qui peuvent être passés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur le sujet des mobilités domicile-travail. Donc, on peut ici, en termes de stratégie de pilotage, ancrer des choses dans les accords annuels. Ça passe aussi souvent par la mise en place et l'instauration de référents mobilité au sein des organisations, qui soient identifiés par l'ensemble des collaborateurs, qui puissent pouvoir s'y référer. Et ça passe aussi par un suivi. Donc, ça répond en partie à la question sur comment mesurer les impacts RSE, mais on y reviendra un peu plus en détail sur la fin du webinaire. Et en effet, le suivi est tout aussi important ici. Ensuite, quand on parle de politique de mobilité durable, souvent on pense directement aux équipements et aux services. Et donc, en termes d'équipement, je l'ai déjà mentionné, il y a tout l'aspect stationnement. On pense au stationnement automobile, mais aussi au stationnement de roues, au stationnement des engins de déplacement personnel plus atypiques également, et tout ce qui va avec, donc tout l'écosystème qui va avec le stationnement, notamment des stations de réparation pour les vélos, de pompage, etc. Ça peut être donc de la mise à disposition de matériel de façon générale. L'aspect sécurité qui est généralement peu abordé, mais qui est assez important, notamment en termes de prévention des risques. On ne l'a pas mentionné dans notre introduction, mais c'est vrai qu'en termes d'accidents du travail, les trajets domicile-travail ont une part importante et non négligeable. Ça participe aussi de la réduction des freins psychologiques, de traiter le sujet de la sécurité par des formations. Je pense notamment à la pratique cyclable. Il peut y avoir pas mal de freins quant à la sécurité ressentie lors de la pratique du vélo. Et donc, ça permet de pouvoir lever ces freins-là et quelque part d'accompagner aussi les changements. En termes de services, c'est souvent en lien avec les équipements. On peut offrir des services type flotte de véhicules ou de services de réparation divers et variés, mais ça peut aller aussi jusqu'à des services type conciergerie qui permettent d'éviter des déplacements complémentaires, en plus des déplacements domicile-travail, donc de réduire le nombre de déplacements au global. Et puis la dernière brique est la communication et l'accompagnement, qui n'est
qui est pas des moindres, hein. Donc c'est tout ce qui va participer de l'événementiel, de l'animation, de la démarche, de la sensibilisation des collaborateurs et puis des fameuses incitations financières. Et on va beaucoup parler dans la suite de ce webinaire de ces incitations financières, puisque elles ont pas mal évolué ces derniers mois, et c'est aussi ce qui est porté sur le devant de la scène ces derniers temps. Et donc, on va se focaliser, on va en tout cas pas mal parler de ces incitations financières dans la suite de ce webinaire, mais il était important de commencer, comme je l'avais indiqué en introduction, donc à bien replacer la politique de mobilité durable sur ces 5 piliers. Et donc, en fait, en résumé, une politique ne peut pas simplement se résumer aux incitations financières. Il y a bien toute une stratégie, justement, à mettre en place autour de la politique de mobilité durable. Et l'ensemble de ces composantes sont d'égale importance dans le cadre de la réussite de cette politique. C'est effectivement extrêmement important ce que vient de dire Marty. Alors, en fonction des niveaux de maturité des entreprises, on a besoin de plus ou moins d'accompagnement avant, pendant, après. Mais c'est vrai que c'est le travail des codev qui fait ça très bien. On fait aussi chez Betterway, on accompagne beaucoup nos clients en amont sur ces différentes briques que vient d'évoquer Marty. Évidemment, dans la mise en place d'une mobilité durable, je vais avoir une galaxie d'aides financières. D'ailleurs, souvent pour les entreprises, c'est un peu opaque. Les règles, on y viendra tout à l'heure, de cumul ou non, à quelle aide financière je suis éligible ou pas, est-ce qu'elle est fiscalisée ou pas. Donc, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup les entreprises sur ces réflexions-là. L'idée de ces aides financières, puisque on le sait, on a un certain nombre d'études là-dessus, les dispositifs, les politiques que vous metteriez en place demain seront d'autant plus performantes que vous participerez financièrement à la mise en place de cette politique. Donc, c'est un pan important de la politique. Donc, c'est effectivement des dispositions qui sont mises à disposition des collaborateurs pour leur déplacement domicile-travail ou leur trajet personnel, j'y reviendrai juste après, qui ont pour but d'orienter tous les collaborateurs vers des mobilités plus douces, en tout cas plus douces que celles qu'ils utilisent aujourd'hui, et de plus en plus douces, et qui peuvent être effectivement de différentes natures. Sur ces quatre dispositifs financiers, il y en a d'autres qui ne sont pas, je pense par exemple au vélo de fonction, qui bénéficient aussi d'avantages fiscaux. Sur ces 4 grands pans qu'on retrouve régulièrement, il y a l'abonnement de transport en commun que tout le monde connaît très très bien et qui est maintenant mis en place depuis un certain nombre d'années. On a un peu les petits nouveaux, la prime transport et le forfait mobilité durable. On amène les IKV, les indemnités kilométriques vélo, qui était historiquement un dispositif fiscalisé spécifique, qui maintenant est une modalité d'application du forfait mobilité durable. Donc, ça reste le forfait mobilité durable. Et la prime transport qui a, ce dernier semestre, connu, je dirais, un essor assez important. Au vu de l'actualité, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont venues nous demander comment, effectivement, elles pouvaient collaborer au trajet domicile-travail de leurs collaborateurs qui viennent en voiture, électrique ou thermique. Alors, ce n'est pas la plus durable des incitations. Néanmoins, quand on prend la géographie française, on n'est pas logés tous à la même enseigne. Les gens qui sont dans un milieu urbain ou périurbain n'ont pas les mêmes infrastructures, n'ont pas les mêmes incitations que des gens qui vont être plutôt dans des milieux ruraux. Et donc, les entreprises essayent un maximum, c'est ce qu'on constate en tout cas, d'avoir une politique qui adresse l'intégralité de leurs collaborateurs et pas uniquement ceux qui ont accès à des services ou des infrastructures. Donc, cette prime transport, qui est une participation défiscalisée pour effectivement les carburants thermiques ou électriques, a connu un essor le dernier semestre assez important. Le crédit mobilité, typiquement, c'est une aide financière que l'entreprise peut mettre à disposition des collaborateurs. C'est un peu particulier, c'est un dispositif qui n'existe pas fiscalement. C'est une proposition je dirais commerciale qui est en fait une alternative à la voiture de fonction. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'un certain nombre d'entreprises
viennent nous solliciter en nous disant en fait, j'ai un certain nombre de collaborateurs qui ne souhaitent pas avoir accès aux véhicules de fonction. Pour tout un tas de raisons, elles peuvent être écologiques, elles peuvent être, parce que mon conjoint en a déjà une, elles peuvent être très très variables. C'est très difficile de se garer, de se déplacer dans un certain nombre de centres-villes aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que vous me proposez à la place, puisque contractuellement, j'ai le droit à ce véhicule de fonction. L'idée ici, c'est d'attribuer un montant aux collaborateurs en compensation de la perte de ce véhicule de fonction. Je ne vais pas rentrer dans le sujet ici, qui est un vaste sujet, mais l'idée, voilà, c'est de dire, je vais plutôt participer financièrement à tes déplacements, notamment tes déplacements personnels que tu vas perdre tu laisses ton véhicule de fonction pour avoir un usage vraiment calé sur tes besoins. Donc, ne pas avoir un véhicule qui dort sur un parking et qui finalement va servir 3 fois pour partir en vacances ou des choses de cet équilibre. Donc, voilà pour la galaxie d'aides financières. Avec plaisir, si vous souhaitez entrer dans le détail de chacune d'entre elles. On y reviendra un petit peu tout à l'heure sur notamment les cumuls. Donc, avec tout ça, vous avez effectivement la capacité à définir une politique de mobilité durable et placer le curseur sur les mobilités qui vont bien. Derrière, effectivement, il va falloir gérer ces dispositifs financiers, utiliser effectivement une plateforme de gestion et le compte de mobilité universelle dont je vais vous parler tout de suite. Avant ça, je vais laisser Marty effectivement parler des freins de la mise en place de ces différents avantages et notamment ces avantages financiers. Oui, donc ces avantages financiers, certains sont facultatifs, d'autres obligatoires. Pour le FMD, qui est un des nouveaux arrivants, comme Tanguy l'a rappelé, sur la place des incitations financières. Ce qu'on a constaté dans le cadre du baromètre FMD 2022, c'est que le premier frein à la mise en place du FMD, donc pour les organisations qui se projettent dans la mise en place, le premier frein, c'est le frein financier, c'est-à-dire la gestion de l'enveloppe budgétaire à allouer à ce FMD, puisque forcément, ça va représenter une nouvelle ligne de dépenses pour l'organisation. Et donc, on verra par la suite que cette appréhension ou ce frein, il est à relativiser. Tanguy vous donnera en toute fin du webinaire un éclairage là-dessus. Et puis, la deuxième question, le deuxième frein principal, c'est l'aspect administratif. Le législateur a laissé pas mal de liberté aux employeurs dans la mise en place du forfait mobilité durable. Cependant, donc, la validation des attestations, le passage par des notes de frais, etc., génère un frein important dans la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'une fois que les organisations ont décidé de mettre en place le FMD, il y a la problématique de la collecte des preuves qui est prégnante et le manque de compréhension, d'information sur le sujet, puisque justement, pas mal de variables sont à la main de l'employeur et donc le cadre est fixé, mais il est quand même très souple. Et on y reviendra après sur les modalités de mise en œuvre du FMD. Et donc ça, c'est le top 2 des freins quand on veut le mettre en œuvre concrètement. Donc c'est la problématique de collecte de preuves dans un premier temps et de manque d'information et de compréhension du dispositif. Et c'est en cela que Tanguy va vous amener des éléments intéressants en réponse à ces freins. L'idée, du coup, quand on met en place cette politique de mobilité avec une participation financière de l'employeur, effectivement, c'est d'être accompagné et d'utiliser… alors, juste avant, Élise, on va revenir sur le slide d'avant, puisque les modalités de mise en place, notamment du forfait mobilité durable, mais pas que, on aura un focus dans un temps 2 avec Marty sur le forfait mobilité durable. On a des initiatives qui sont intéressantes de la part de l'État, notamment le forfait mobilité durable pour le développement des mobilités durables, mais qui va engendrer un certain nombre de processus pour l'entreprise. On a différentes modalités d'application. Typiquement, ça peut être via l'attestation sur l'honneur. Donc là, il faut effectivement avoir des campagnes d'attestation sur l'honneur, les rédiger, les faire signer, les récupérer, les stocker. Donc ça peut être relativement pratique, notamment pour les entreprises de plus petite taille, mais
peu fiable, et j'ai vu passer des commentaires sur le calcul de l'empreinte carbone ou sa diminution avec l'attestation sur l'honneur. Effectivement, à part faire des études chaque année pour voir sur du déclaratif, pour voir comment les collaborateurs ont évolué entre-temps, vous n'avez pas de moyen de mesurer cette information-là. Le système des notes de frais, donc ça, on le constate sur un certain nombre de clients ou d'entreprises, l'attestation sur l'honneur, même si ce n'est pas la majorité. Et puis, on a le système des notes de frais. Alors, le système des notes de frais n'est quasiment pas utilisé pour une raison principale, c'est que tout, on va dire, fluide, c'est-à-dire que le collaborateur va devoir réaliser la dépense, avancer l'argent, conserver son justificatif, le transmettre à son entreprise qui va le traiter, le valider ou l'invalider, puis rembourser le collaborateur. Donc ça, effectivement, quand on parle de type de transport à l'unité, etc., ça fait une masse importante, et donc on a très peu d'entreprises qui fonctionnent sur ce système de notes de frais. L'autre, effectivement, modalité d'application pour la mise en place de ces dispositifs, c'est d'utiliser une plateforme qui va permettre de piloter l'ensemble de ces dispositifs. Donc, la plateforme, elle permet effectivement, côté entreprise, de piloter cette politique de mobilité, que ce soit sur l'abonnement de transport en commun, mais sur d'autres, sur le forfait mobilité durable, sur une partie du forfait mobilité durable. C'est-à-dire que dans le forfait mobilité durable, je peux peut-être choisir des modalités qui me sont propres. Je vais pouvoir choisir un montant qui peut être différent en fonction des dispositifs, crédit mobilité, prime transport, abonnement de transport en commun, etc. Et puis, pour le salarié, je vais effectivement être en capacité de lui fournir, on va dire, des éléments, un service pour pouvoir dépenser, à avoir accès à ce budget qui lui est alloué par l'entreprise. On ne rentrera pas ici dans les modalités. Il y a plein de manières de donner accès à un collaborateur à son budget. Ça dépend de la politique de l'entreprise, de ses enjeux, des modalités qu'elle veut mettre en place, de sa politique mobilité, de tout un tas de facteurs. L'idée, en tout cas chez Betterway et chez un certain nombre de nos concurrents, c'est effectivement d'avoir un compte global pour gérer l'intégralité de cette mobilité. Ce qui est important aussi, c'est de s'entourer, quand on met en place cette politique de mobilité durable, d'un acteur qui va vous apporter, par sa solution, de la flexibilité. On l'a vu au tout début, on va avoir une multitude de cas d'usage, et donc on constate aujourd'hui dans les entreprises, plus elles sont grosses, plus la multitude de cas, effectivement, est importante, mais il n'empêche que même dans les entreprises les plus petites, on peut avoir différents cas d'usage. Il faut pouvoir avoir une solution qui vous permette de gérer à la fois des abonnements de transport en commun, de la prime de transport, du forfait mobilité durable, etc., etc. Donc, la flexibilité, c'est un élément important de la solution à utiliser. La conformité, évidemment, c'est un aspect sur lequel on est très régulièrement challengé, que ce soit la conformité URSSAF ou par exemple la conformité RGPD pour les données personnelles. Donc ça, c'est important d'avoir une solution conforme. Et puis, se faire accompagner par un expert, je pense qu'on l'a beaucoup dit depuis le début avec Marty, mais ça peut paraître, au début en tout cas, un pan important à faire. Donc, il faut se faire accompagner par un expert, à la fois pour se faire accompagner sur la définition de cette politique de mobilité, mais également sur sa mise en place. Comment fait le marché, quelles sont les best practices du marché sur la mise en place de mobilité, comment fonctionnent les échanges, par exemple, entre cette solution et des logiciels SIRH ou Pay, etc., etc. Donc ça, c'est 3 points importants dans la mise en place d'une solution pour gérer ces différents éléments de la politique mobilité. Sur, effectivement, les étapes de la mise en place. Alors, on a mis des grandes étapes, on pourrait les détailler, mais évidemment, on a effectivement l'analyse des comportements des collaborateurs qui peut prendre différents aspects. Marty en parlera un petit peu après. La prise en main de ce compte mobilité. Donc, une fois que j'ai déployé ma politique mobilité, il faut pouvoir se l'approprier.
et évangéliser dans son entreprise son utilisation. Ça, c'est la première partie. Toute la partie qui vient après est primordiale. C'est-à-dire, si vous mettez en place un dispositif, quand bien même vous faites accompagner avec une solution dont c'est le métier, si vous n'avez pas l'accompagnement après, ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, mais en tout cas, ce sera que temporaire. Donc derrière, c'est important de pouvoir accompagner à la fois les salariés sur de la personnalisation. Tous les salariés n'ont pas la même mobilité, n'ont pas les mêmes besoins. Donc comment j'accompagne les salariés sur chacune de leurs problématiques. On va travailler aussi sur un certain nombre de partenariats. Donc, l'avantage d'utiliser une solution, j'en parlais tout à l'heure, c'est effectivement de pouvoir avoir accès à la donnée de manière globale. Est-ce que mes collaborateurs utilisent plutôt des transports en commun, des vélos, des trottinettes, du covoiturage? En fonction de ces analyses-là, évidemment, je vais pouvoir peut-être avoir un certain nombre de partenariats. Je pense par exemple au covoiturage, je vais pouvoir aller chercher des gens comme Caros, des gens comme Klexit, qui sont des spécialistes sur ce sujet-là, qui vont peut-être pouvoir m'aider à lever un certain nombre de freins pour augmenter cette part modale. Même chose sur le vélo, on va avoir des acteurs qui vont pouvoir vous accompagner sur que ce soit des aspects sécurité, sur ce qu'on appelle la remise en selle, donc ça peut être des ateliers de remise en selle, sur le choix du vélo, etc. Donc tous ces éléments-là sont importants et vont participer au développement de votre politique de mobilité durable. Et évidemment, extrêmement important, et on a déjà eu un certain nombre de questions là-dessus, un bilan sur l'usage de la plateforme et donc sur l'usage de la politique mobilité mise en place pour savoir si oui ou non elle est pertinente, est-ce qu'elle a été utilisée correctement et pouvoir l'adapter au fur et à mesure des années. On a évoqué un certain nombre de dispositifs aujourd'hui. Le dispositif sur lequel on est le plus plébiscité aujourd'hui, c'est le forfait mobilité durable. C'est un dispositif qui a énormément évolué depuis la loi d'orientation des mobilités en décembre 2019. Il y a eu tout un tas de choses qui ont évolué. Donc, on va avoir un focus, et Marty va pouvoir avoir un focus un peu plus spécifique sur le forfait mobilité durable sur cette deuxième partie. Oui, merci Tanguy. En effet, on tenait à vous indiquer en fait quelle place peut prendre le forfait mobilité durable dans le cadre d'une politique de mobilité durable. Et donc, un premier élément d'éclairage sur le baromètre forfait mobilité durable 2022, donc qui était la deuxième édition du baromètre sur le sujet. Ici, ce qui est intéressant pour nous de voir, c'est que en termes de motivation au déploiement du dispositif, on retrouve l'idée de valoriser et d'inciter les pratiques alternatives à la voiture individuelle, à hauteur de quasiment 70% des répondants. C'était aussi de contribuer à la marque employeur et à l'exemplarité de l'entreprise, et puis de répondre aux attentes des salariés. Et donc, dans ces motivations, quelque part, on retrouve de façon assez claire et limpide les enjeux qu'on a décrits au début de ce webinaire. C'est pour ça aussi qu'on fait un focus plus précis sur le forfait mobilité durable, puisque c'est un peu le couteau suisse de l'aide financière pour les entreprises. En termes de déploiement, dans le secteur privé, on avait le chiffre de 38% des organisations, des répondants au baromètre qui avaient déployé le dispositif. C'était déjà 12 points de plus que l'année précédente, que 2021. Et donc, on peut supposer, et ce baromètre a eu lieu à la mi-année 2022, donc on peut supposer aujourd'hui que ce taux de pénétration, ou en tout cas ce déploiement a augmenté. Un deuxième élément d'éclairage qui peut être intéressant, c'est les modes de mobilité, donc les modes de déplacement les plus plébiscités dans le cadre du forfait mobilité durable. Donc c'est, dans le sens plébiscité, c'est les modes qui sont rendus éligibles au sein des organisations, donc qui ont été choisis par les organisations comme éligibles pour leurs collaborateurs. Et donc là, ce qu'on constate, c'est que le vélo est un peu l'élément central du forfait mobilité durable, puisque plus de 93% des organisations l'ont rendu éligible, l'ont choisi pour leurs collaborateurs. Le covoiturage arrive en deuxième position, et d'ailleurs, on a eu une question dans le chat qui indiquait qu'est-ce qu'on peut proposer dans les milieux plus ruraux, ou en tout cas en dehors des grandes agglomérations, il n'y a pas forcément d'offres de transport en commun importantes. Mais typiquement, le vélo et le covoiturage sont deux modes de déplacement que l'on peut développer, quel que soit le milieu urbain dans lequel on se trouve, urbain ou rural du fait.
Et donc ça, c'est deux modes les plus plébiscités. D'ailleurs, on avait constaté qu'en milieu rural, le covoiturage, pour les organisations dont le siège était en milieu rural, le covoiturage était plus plébiscité proportionnellement. Donc c'est bien une solution qui est mobilisée sur ce type de territoire. Et ensuite viennent les transports en commun à titre illimité, donc hors abonnement, les engins de déplacement personnel à hauteur d'à peu près 40%, et l'autopartage, un peu moins d'un tiers des organisations l'avaient ouvert. Un chiffre intéressant aussi, c'est le fait que on a un peu moins de 13% des organisations qui ont répondu au baromètre qui avaient ouvert à l'ensemble des modes de déplacement rendus éligibles par le législateur. C'était en baisse par rapport à 2021, donc c'est quand même assez notable. Donc, ce qui est intéressant, c'est que notre interprétation, c'est que certaines organisations ont précisé un peu les choses, et peut-être en termes de gestion aussi, se sont facilité les choses. On y reviendra après. Plus on ouvre les modes, plus peut-être la gestion devient complexe. Et donc là, c'était intéressant. Certaines organisations semblent avoir un peu plus focalisé leur action sur certains modes de déplacement. Et puis, je ne reviens pas tellement sur les chiffres de retour sur la mise en œuvre, je les ai déjà évoqués. Donc, on retrouve un top 3 à hauteur de 15% des répondants sur des difficultés de collecte de preuves, manque de compréhension et difficultés liées à l'enveloppe budgétaire qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Donc, je vais vous proposer de passer à la slide suivante où on a quelques chiffres sur comment les organisations qui n'avaient pas encore mis en place le FMD se projetaient sur la mise en place. Et donc, pour celle-ci, c'était un peu plus d'un quart qui se projetait sur la mise en place du FMD au cours de l'année 2022. Lorsqu'on les questionnait sur les freins à cette mise en place, donc encore une fois, on retrouve l'enveloppe budgétaire donc à hauteur de 40%. Donc c'est vraiment la question numéro 1 qu'on se pose quand on souhaite mettre en place le FMD. Et c'était assez en lien avec, je pense, la dernière modalité de réponse qui est le blocage de la direction. Je pense qu'initialement, on avait un blocage de la direction, on va dire, arbitraire. Et puis, en 2021, ça représentait quasiment un tiers des réponses sur les freins à la mise en place. En 2022, c'était plus que 19%. Et je pense qu'une fois que les directions ont accepté, la question de l'enveloppe budgétaire est devenue prégnante sur le sujet. On peut passer à la slide suivante pour vous présenter rapidement le périmètre en fait, du FMD dans le secteur privé pour les années 2022 et 2023, suite à la loi de finances rectificative 2022, qui, donc en termes d'éligibilité des collaborateurs, on est toujours sur l'ensemble des collaborateurs qui sont potentiellement concernés par le forfait mobilité durable au sein des organisations, y compris les intérimaires, les apprentis, les stagiaires, etc. En termes de mode éligible, c'est bien à la carte de l'employeur, à la carte pour l'employeur. Donc on trouve le vélo, le covoiturage, le transport en commun, on les a déjà évoqués. Et puis en termes de plafond, donc là, c'est là où il y a les principales évolutions ces derniers mois. On avait commencé à 400 €, on était à 600 € et maintenant on est à 700 € ici par an et par salarié. Pour le FMD seul, et lorsqu'il est en cumul avec le remboursement des abonnements de transport en commun, on peut aller jusqu'à 800 €. Et pour évoquer ces éléments de cumul, je vais laisser Tanguy présenter la slide suivante qui clarifie un peu justement ces possibilités de cumul entre les différentes incitations financières. Super, merci Marty. Alors, j'en profite pour répondre à un commentaire dans le chat de Zoé sur le fait de mettre au même niveau des aides qui sont obligatoires, à savoir la prise en charge de l'abonnement de transport en commun et par exemple le forfait mobilité durable qui est facultatif. Donc Zoé, vous avez effectivement tout à fait raison. C'est juste que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'abonnement de transport en commun est obligatoire. On verra à la fin du webinaire, je vous présenterai un slide où on constate que finalement, c'est un peu par défaut que les collaborateurs allaient sur l'abonnement de transport en commun, puisque c'était la seule chose obligatoire. Quand on élargit le scope de ces aides-là, on va avoir un déplacement de personnes qui utilisaient
l'abonnement de transport en commun et qui vont aller vers le forfait mobilité durable, ne serait-ce que, par exemple, pour prendre des titres de transport à l'unité parce que je fais du télétravail. Et donc, effectivement, quand on met en place cette politique de mobilité, on va avoir un jeu qui va se passer entre un dispositif qui est obligatoire, l'abonnement de transport en commun, et ce que je vais mettre à côté. Il faut pouvoir maîtriser le cumul, le passage de l'un à l'autre, et ça c'est important. On nous sollicite souvent effectivement sur les cumuls, les règles de gestion de ces différents dispositifs. Donc là, on en a mis 3. Ne serait-ce que pour le forfait mobilité durable, depuis décembre 2019, ça a énormément évolué. Donc l'enveloppe maximale du forfait mobilité durable seul est de 700 € par collaborateur. Alors l'enveloppe maximale exonérée, alors je sais que souvent c'est pris comme étant l'enveloppe maximum, mais vous pouvez distribuer 1 000 € de forfait mobilité durable à vos collaborateurs, vous aurez 300 € qui seront donc chargés. Mais le maximum exonéré est de 700 €. Son cumul avec effectivement la prime transport va dépendre de la modalité de la prime transport. Est-ce que c'est une prime transport thermique ou électrique? Si elle est thermique, c'est 400 € pour la prime transport. Donc ça veut dire que si je synthétise, je pourrais avoir 400 € de prime transport et 300 € de forfait mobilité durable. Les deux sont tout à fait cumulables. Ou 700 € électrique, forfait mobilité durable. L'abonnement de transport en commun, le cumul de l'abonnement de transport en commun et du forfait mobilité durable, lui, est exonéré jusqu'à hauteur de 800 €. Voilà pour ces différents éléments. Alors, il y avait une question aussi sur le fait qu'on envoie la présentation. Le replay du webinaire sera envoyé à la fin, donc vous aurez accès à ces informations-là. Et si on n'a pas été assez clair, avec plaisir pour échanger sur ces différentes modalités. Je finis ce slide en vous disant que ces mécaniques avant la mise en place de la mobilité, et voire même avant les négociations annuelles obligatoires, sont importantes à maîtriser, puisqu'elles vont avoir un impact important sur la politique de mobilité que vous allez mettre en place et sur les règles. Est-ce que je peux cumuler l'un et l'autre? Jusqu'à quelle hauteur? Sur quel montant? Sur quelle mobilité? Donc, c'est important de bien maîtriser ces différentes règles de cumul et les règles fiscales qui vont aller derrière, puisque si vous utilisez notamment une solution pour gérer ces mobilités-là, cette solution va vous retranscrire les éléments corrects à impacter sur une fiche de paie ou des notifications à adapter sur une fiche de paie, par exemple. Super, merci Tanguy. Et donc justement, il y a un ensemble de variables et comme je l'indiquais tout à l'heure, le législateur a laissé pas mal de liberté à l'employeur après avoir fixé une sorte de cadre, principalement en termes de montant maximum d'exonération. Et donc ici, on a voulu vous proposer une slide avec quelque part les bonnes questions à se poser dans la mise en place du FMD. Généralement, étant donné qu'on est dans on l'a vu, hein, les freins principaux, c'est l'enveloppe budgétaire à allouer et les contraintes administratives en termes de collecte de preuves, etc. Et donc souvent, on a tendance à se focaliser sur la question des montants et des justificatifs. Et sur cette slide, c'est pas innocent qu'on ait mis ces éléments en dernier, parce que nous, on considère que l'important et la bonne question à se poser lorsqu'on veut mettre en place le FMD, c'est de se dire quel est notre objectif exactement. Et on l'a vu hein, dans les motivations qui étaient reportées par le baromètre FMD, on avait l'idée d'encourager le passage en mode actif, valoriser les bonnes pratiques déjà existantes, augmenter la part modale peut-être d'un mode en particulier, favoriser l'intermodalité. On peut avoir d'autres motivations et objectifs comme la réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise, répondre aux attentes des collaborateurs et des demandes, réduire la pression sur le stationnement automobile notamment. Voilà, ça peut être un certain nombre d'objectifs et généralement, vous le verrez ensuite, je présente deux cas de mise en place du FMD. Souvent, c'est l'ensemble des raisons qui sont cochées. Hein. Il n'y a pas un employeur qui va vous dire qu'il ne souhaite pas réduire son empreinte carbone, par exemple. Donc, je ne reviendrai pas plus spécifiquement dans les études de cas sur ces objectifs. Généralement, ils sont tous cochés. En termes de modalités de mise en œuvre, et là, on commence à rentrer. Alors, si on peut rester sur la slide précédente, ce serait top. En termes de modalités de mise en œuvre, donc là, il y a des questions assez importantes à se poser. Et là, le législateur laisse complètement la liberté. C'est est-ce qu'on va fonctionner en versement annuel? Est-ce qu'on va
fonctionner de façon mensuelle? Est-ce qu'on prend l'idée de développer une carte de paiement, un titre mobilité? Voilà, il y a énormément de possibilités en termes de modalités de versement et de modalités également de calcul, et on va y revenir après dans les exemples. Et puis sur les modes, ensuite, est-ce qu'on rend tous les modes éligibles? Est-ce qu'on focalise sur certains modes? Vous verrez dans mes exemples, la plupart des modes de déplacement ont été rendus éligibles, mais on a des exemples de grandes organisations, notamment un grand groupe énergéticien français qui a décidé d'exclure par exemple le vélo. Je disais tout à l'heure que c'était le mode le plus plébiscité. Ils ont exclu le vélo et ils le rendent uniquement éligible le covoiturage, par exemple, à leur FMD. Donc ça, c'est vraiment à la main de l'employeur. Et après, sur les montants, Tanguy l'a évoqué, il y a le plafond d'exonération qui est quelque part un niveau, et puis on peut aller au-delà ou en deçà. On peut passer du coup à notre première étude cas pratique, un premier exemple de mise en place du FMD. Et donc, on vous a remis un petit peu les grandes lignes de deux grands groupes de la banque assurance en France. Il faut savoir que c'est le secteur d'activité qui a le plus déployé le FMD, selon le baromètre. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question, Monsieur Barre, en effet, on n'a pas d'autres... au-delà du baromètre, en fait, on n'a pas d'autres chiffres officiels qui pourraient émaner de l'URSSAF ou d'autres organisations sur la pénétration du FMD. Ces données qui n'existent pas, c'est aussi pour ça qu'on continue à parler du baromètre, et c'est la seule... c'est les seules données assez existantes qu'on ait. Et donc, sur ce premier exemple, on a des modalités d'application assez originales, et c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de vous le présenter. En fait, cette organisation, elle a pris le parti de travailler sur l'idée de faire des trajets aller-retour, et donc ils indemnisent 5 € par trajet aller-retour. Donc, l'aller et le retour, quand on parle d'un trajet, c'est l'aller-retour pour eux. Il faut que ce trajet aller-retour il soit au minimum de 2 km. Donc, en fait, il faut que l'aller soit moins de 1 km aller, 1 km retour. Donc, comme le FMD exclut la marche, en fait, on peut considérer que tout le monde peut en bénéficier. Et ils ont fait aussi un autre parti pris, c'est de fonctionner trimestriellement, de verser le forfait mobilité durable de façon trimestrielle sur la fiche de paie. Donc là, ils ne sont pas forcément passés par un outil spécifique, comme veut le proposer Betterway. Et donc, ils considèrent que le collaborateur devra réaliser au moins 12 trajets aller-retour par trimestre pour pouvoir bénéficier du FMD. Et ils ont décidé d'aller en deçà de la limite d'exonération, puisqu'ils sont à 500 € par an et par salarié, avec la possibilité de cumul, avec le remboursement des abonnements de transport en commun. Et donc là, c'est jusqu'à 600 €. Voilà. Et ils fonctionnent sur l'attestation sur l'honneur. Ce qui me permet de répondre peut-être à une question qui a été posée aussi tout à l'heure, sur justement comment tracer les impacts carbone et RSE si on passe par l'attestation sur l'honneur. Rien n'empêche, dans une attestation sur l'honneur, de demander le nombre de trajets effectués et avec quel mode, ce qui permet déjà de suivre les choses en fait via l'attestation sur l'honneur. C'est-à-dire qu'une attestation sur l'honneur, elle peut être détaillée. Et ça peut être un levier intéressant. Et puis, comme pour tous les plans d'action que vous pouvez déployer dans vos organisations, il est important d'identifier des indicateurs de suivi et d'impact que vous pourrez suivre. Et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il peut y avoir la possibilité de réaliser des enquêtes mobilité à pas de temps régulier pour pouvoir suivre l'évolution des parts modales et des usages des collaborateurs. Je vais passer à l'exemple numéro 2, qui est différent. L'idée, c'est de proposer des choses contrastées. Donc là, on est toujours sur un groupe de la banque assurance. Et là, leur modalité d'application, c'est plutôt de se dire que il faut que le collaborateur utilise au moins 40 jours le mode qu'il plébiscite dans le cadre du FMD. Et avec une contrainte un peu spécifique, c'est que ce collaborateur ne pourra pas changer de mode de déplacement en cours d'année. Donc là, vous voyez, dans les objectifs, il y a favoriser l'intermodalité, mais on n'est pas forcément dans l'idée de favoriser la multimodalité, par exemple. Donc l'idée de faire, par exemple, du vélo l'été, du transport en commun le reste du temps, par exemple. Donc il y a cette idée qui est un peu limitante ici.
Par contre, ils sont sur un versement annuel qui est fait en début d'année et eux, ils ont fait le choix d'une solution de paiement dématérialisée, ce qui leur a permis de rendre éligibles quasiment tous les modes éligibles au FMD, donc, y compris l'autopartage, les engins de déplacement personnel qui sont là uniquement le scooter et la trottinette électrique, le vélo, le covoiturage, etc. Et puis, en termes de montant, ils sont allés jusqu'à 350 € avec la possibilité de cumuler avec l'abonnement de transport, le remboursement de l'abonnement de transport en commun, les services publics de location de vélo, la prime transport, la prise en charge des frais d'alimentation, de recharge. Et donc ça, justement, je pense que le fait d'avoir sollicité une solution de paiement dématérialisé permet justement de faciliter cette gestion de cumul avec les autres incitations financières. Et donc là, en termes de justificatif, ils proposent de fonctionner sur un système de facture ou de justificatif de paiement, tout simplement. Je vais essayer de conclure très rapidement pour qu'on puisse avoir un petit peu de temps pour répondre aux questions. On parlait au tout début de l'impact de la mise en place d'une politique de mobilité, notamment d'une politique de mobilité durable. On a un exemple ici d'un de nos clients qui est assez frappant et qui se reproduit sur un certain nombre de nos clients. C'est un client qui, avant la mise en place du forfait mobilité durable, effectivement, avait ses obligations légales de prise en charge de l'abonnement de transport en commun et donc remboursait 3 321 abonnements de transport en commun dans le cours d'une année. Suite à la mise en place du forfait mobilité durable et après 6 mois d'utilisation, on avait une répartition qui était complètement différente. Donc, on était passé à 4 292 utilisateurs ayant réalisé au moins une dépense, ce qui veut dire qu'évidemment, on a eu 1000 collaborateurs supplémentaires. Ça fait partie des craintes des entreprises, mais c'est normal. Si je mets à disposition une enveloppe budgétaire sur le forfait mobilité durable pour accompagner des gens qui viennent à vélo, en covoiturage, etc., qui n'étaient pas pris en compte avant, dans la plupart des entreprises, ça va générer un coût supplémentaire. Je dis bien dans la plupart des entreprises, puisque ça peut dépendre du taux d'abonnement de transport en commun qu'on a avant, de sa localisation, etc., etc. Donc là, on est passé à 4200. Et sur ces 4200, on ne retrouve pas 3321 abonnements de transport en commun et 1000 forfaits mobilité durable. On retrouve ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire des usages qui correspondent à la mobilité réelle des collaborateurs. Donc, une vraie flexibilité, c'est-à-dire qu'on n'a plus que 1087 personnes qui ont fait uniquement de l'abonnement de transport en commun. On va avoir 1147 personnes qui ont fait uniquement du forfait mobilité durable et on va avoir 2058 personnes qui ont fait un peu des deux. Donc, peut-être un peu d'abonnement de transport en commun l'hiver quand il fait froid et qu'on ne peut pas prendre d'autres moyens de transport, ou bref, mais en tout cas qui ont cumulé ces deux moyens de transport. Donc, on voit bien la souplesse que ça offre et on voit bien que les taux d'abonnement de transport en commun ne sont pas, on va dire, corrélés à l'usage réel des collaborateurs. La mise en place d'une politique de mobilité permet vraiment de libérer ces usages et d'avoir une dépense liée à la mobilité réelle des collaborateurs. Je ne l'ai pas mis ici, mais sur l'aspect financier, qui est un aspect important, non pas dans la participation, mais dans le coût que ça peut avoir pour l'entreprise, on a, chez Betterway en tout cas, une enveloppe globale des portefeuilles qui est consommée à 85%. C'est-à-dire que si je mets une enveloppe de 500 €, c'est-à-dire on va mettre le forfait le plus haut qui couvre également, alors un petit peu plus maintenant depuis le 1er janvier, l'abonnement de transport en commun en région parisienne qui est le plus élevé. Je vais avoir effectivement des gens qui vont cumuler les deux à l'intérieur de cette enveloppe-là. Et pour conclure sur cet échange, les trois impacts majeurs qu'on peut constater sur la mise en place de ces mobilités, c'est effectivement un impact écologique. On le voit aujourd'hui, on commence à le calculer. Alors évidemment, pour calculer l'impact écologique, il faut avoir une base de calcul. C'est souvent des discussions qu'on a avec les entreprises puisqu'il faut cette base. Si on n'a pas cette base, si on n'a pas un an d'historique, on ne peut pas comparer l'impact. Le fait d'utiliser une solution vous permet quand même d'avoir la data comparée à, par exemple, l'attestation sur l'honneur.
On va avoir effectivement je pense que ça, sur les modalités économiques, évidemment, il faut pouvoir le quantifier, mais c'est quand même très visible dans les entreprises, que ce soit sur les parkings à vélo, que ce soit en milieu urbain, le nombre de vélos ou de trottinettes qu'on veut voir. On peut en discuter avec nos amis de chez Clexit ou de chez Caros sur le covoiturage qui se développe aussi de manière très importante, que ce soit pour des raisons financières avec le prix du carburant ou pour des raisons écologiques. Donc tout ça fait que l'impact écologique de la mise en place d'une politique mobilité est important. L'aspect comportemental, je viens d'en parler juste avant, on libère les usages et on se cale à la mobilité réelle des collaborateurs. On a fait une communication récemment sur l'IKM, l'indemnité kilométrique marche. C'est vrai que c'est le parent pauvre, c'est-à-dire que des gens qui polluent le moins aujourd'hui et qui viennent à pied ne sont pas accompagnés financièrement. Donc voilà, peut-être qu'un jour, c'est un dispositif qui verra le jour. Effectivement, ces dispositifs participent au pouvoir d'achat. On a tenu à le mettre ici, puisque, je le rappelais au tout début, c'est le deuxième poste de dépense des foyers, les transports, et une participation financière de l'employeur, que ce soit sur l'abonnement de transport en commun ou sur d'autres dispositifs, effectivement augmenter le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat du collaborateur, il peut aussi augmenter sur la non-dépense, c'est-à-dire quand je fais du télétravail, je ne réalise pas ma dépense. Si je prends un abonnement de transport en commun, que je vienne 5 fois ou que je vienne 3 fois, le coût pour mon entreprise et pour moi est le même. Si j'ai du télétravail 2 jours par semaine et que je prends du forfait mobilité durable, le coût pour mon entreprise sera peut-être le même si j'ai un forfait mobilité égal à 50% d'abonnement de transport en commun, mais pour moi, il sera différent, il sera moins coûteux puisque je n'aurai pas à dépenser les 50% supplémentaires. Donc voilà, tout ça, ce sont un certain nombre de choses et d'impacts qu'on constate aujourd'hui de manière globale dans les entreprises qu'on accompagne. Et je crois qu'on a fait le tour pour ce webinaire et qu'on va pouvoir passer aux questions-réponses. En effet, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Il y avait une première question sur l'accès au webinaire. Juste à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un mail vous mettant le lien avec le requête. Pas d'inquiétude, vous pourrez le visionner à nouveau et le partager en interne si besoin. Il y avait ensuite quelques questions sur le vélo. Donc déjà, ça tombe bien parce que le prochain webinaire Betterway, en tout cas, sera fait avec B2Green, un partenaire vélo. Donc, si vous voulez noter la date, c'est le 7 février, on y répondra plus en détail. Mais pour revenir aux questions qui ont été posées aujourd'hui, il y avait une question sur les obstacles au développement du vélo dans les entreprises. Une question également sur la responsabilité de l'entreprise en cas d'accident vélo. Et une autre question sur le cumul vélo de fonction et FMD qui est incompatible. Je veux bien répondre aux 2 premières questions et peut-être laisser Tanguy compléter. Sur les freins à la pratique du vélo, en fait, ce qu'on constate, c'est que le premier frein, généralement, ce sont les aménagements. Ça, c'est relativement clair et c'est ce qui ressort. Et ça, les employeurs, malheureusement, n'ont pas la main directement. Ils peuvent avoir une action de lobby auprès des territoires et des autorités compétentes dans lesquelles ils sont implantés, mais ils n'ont pas forcément d'action directe. Et le deuxième frein à la pratique, c'est la question du stationnement. Et là, par contre, l'employeur peut jouer toute sa part en développant un stationnement de qualité et un écosystème autour de ce stationnement, comme j'évoquais tout à l'heure, avec la possibilité potentiellement de regonfler son vélo, de pouvoir avoir une petite station de réparation. Et donc, voilà, c'est les 2 grands freins à la pratique aujourd'hui. Et donc, il y a un des leviers qui est activable assez directement par l'employeur. Sur la question peut-être des trajets, de l'accidentologie vélo, enfin sur la responsabilité de l'entreprise en cas d'accident à vélo, en fait, c'est un accident sur le trajet domicile-travail, qui est un accident de trajet de la même façon qu'un accident en voiture, en transport en commun ou même à pied. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que la politique de mobilité durable doit couvrir les 5 piliers qu'on évoquait tout à l'heure et celui de la prévention, de la sécurité, en mettant en place des actions de formation, de sensibilisation pour pouvoir faire en sorte que les pratiques cyclables soient les plus sécures possibles.
Et je complète effectivement sur le cumul du forfait mobilité durable et du vélo de fonction. Alors, il y a un point aussi sur l'usage du vélo qui est les infrastructures. Alors, en milieu urbain, on commence à être plutôt pas mal, mais plus on s'éloigne des milieux urbains, plus les infrastructures ne sont pas forcément adaptées à vélo. On travaille avec un certain nombre d'entreprises qui sont en milieu rural. Un certain nombre de collaborateurs pourraient venir à vélo, mais du coup, on utilise des départementales, enfin voilà, des routes qui ne sont pas adaptées à la pratique du vélo. Et donc, évidemment, ça limite l'utilisation du vélo. Ça, les pouvoirs publics de manière générale, ont aussi leur part dans le développement des infrastructures pour développer que ce soit le vélo ou d'autres mobilités durables. Pour le forfait mobilité durable et le vélo de fonction, merci Charles, à nos amis de chez Cyclé, d'avoir posé la question. Effectivement, Charles, tu as raison, c'est un sujet qu'on pousse beaucoup avec le législateur aujourd'hui, aussi parce que c'est un peu opaque pour les entreprises, ce qui est faisable, pas faisable. Je peux faire du vélo de fonction, mais je ne peux pas le cumuler avec du forfait mobilité durable, de l'abonnement de transport en commun. Donc, on milite aujourd'hui, nous, auprès du législateur, pour un budget global, pour simplifier cette mise en place pour les entreprises. On a traditionnellement l'habitude de dire sur le vélo de fonction, ça va dépendre de ce que disait Marty, justement, sur quelle politique mobilité je mets en place et pourquoi je la mets en place. Le vélo de fonction est un dispositif qui, pour nous, est complémentaire au forfait, ou qui peut être complémentaire au forfait mobilité durable, puisqu'elle ne va concerner qu'une partie des collaborateurs, uniquement les collaborateurs qui sont éligibles à ce vélo de fonction, premièrement, et deuxièmement, qui sont en mesure de venir à vélo se déplacer. Donc, ça cible uniquement qu'une partie des collaborateurs, là où un dispositif comme le forfait mobilité durable permet d'avoir un champ d'action beaucoup plus large, que ce soit sur des trottinettes, que ce soit sur du transport en commun à l'unité, que ce soit sur du covoiturage, etc. Donc, ça va dépendre effectivement de la politique mobilité et des choix de l'entreprise. On avait aussi une question sur les conseils pour mettre en place une politique de mobilité durable dans les PME, donc dans les plus petites entreprises, et en région qui, pour le coup, sont limitées au niveau transport en commun ou vélo. Donc, tu as commencé à y répondre un peu, Tanguy, dans ta réponse précédente, mais peut-être que tu veux développer davantage pour répondre à Sylvie. Oui, alors je peux peut-être effectivement commencer là-dessus sur le milieu rural. J'en ai commencé. Malheureusement, les infrastructures aujourd'hui font que la mobilité durable la plus plébiscitée en milieu rural ou dans les espaces qui ne bénéficient pas d'infrastructures ou de services, c'est le covoiturage. C'est le dispositif aujourd'hui qu'on met le plus en place dans ces zones-là. On a des acteurs qui sont en banlieue de Strasbourg ou même dans la campagne de Strasbourg. On a quand même beaucoup de grandes entreprises. Les grandes entreprises ont des entités ou des filiales en milieu urbain, au centre-ville, mais peuvent avoir aussi des agences, des filiales dans les milieux ruraux. Ça correspond aussi à l'accès. Pour l'instant, c'est le covoiturage qui fonctionne le mieux. Pour ce qui s'agit pour les PME, généralement, on a un petit peu plus de flexibilité sur la mise en place de cette politique. Nous, on conseille souvent de lancer un certain nombre d'initiatives locales qui peuvent être sur une modalité particulière. S'équiper d'une solution ou pas, ça peut être possible, ça se fait très bien. Peut-être que dans un premier temps, on peut avoir cette logique d'attestation sur l'honneur sur une première année pour tester l'appétence des collaborateurs, voir comment ça fonctionne, et puis peut-être industrialiser un petit peu plus cette mise en place après. Je me permets de compléter peut-être très rapidement, mais je pense qu'il est important aussi pour les directions des PME de bien prendre conscience que travailler sur la mobilité de leurs collaborateurs, c'est aussi investir sur justement leurs salariés dans un contexte où le recrutement est de plus en plus tendu. Et donc, travailler sur l'attractivité de l'entreprise et la fidélisation des talents est quand même quelque chose d'important. Donc, si on prend un peu de recul par rapport à l'intérêt que les PME, y compris en milieu moins urbain, peuvent trouver à travailler sur la mobilité, quoi. Il y avait un autre bloc de questions sur le FMD, donc c'est peut-être toi, Marty, qui va pouvoir nous éclairer là-dessus. Une première sur le FMD qui devait devenir obligatoire selon les annonces de Elisabeth Borne. Est-ce que, selon toi, c'est possible? Il y avait aussi une question sur le bonus malus au niveau du FMD. On donne des bonus avec le FMD. Est-ce que, selon vous, c'est jouable d'avoir des malus pour ceux qui utilisent des voitures thermiques, par exemple?
Et enfin, il y avait une dernière question sur le FMD qui était sur la possibilité pour un salarié qui est en télétravail à 100% de bénéficier du FMD ou pas. Ok, alors sur l'aspect de l'obligation pour le FMD de devenir obligatoire, donc la loi d'orientation sur les mobilités précisait qu'un bilan sur l'intégration du FMD dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de la mobilité doit être réalisé et qu'il y aura une possibilité pour le gouvernement de légiférer par ordonnance pour modifier le caractère obligatoire du dispositif. On travaille actuellement, notamment EcoDev, sur ce bilan avec l'ADEME et la DGITM. Et ce bilan sera publié prochainement. Donc, éclairera, en plus des baromètres FMD qui ont été réalisés pour suivre un peu l'évolution du dispositif, il y aura des éclairs là-dessus assez prochainement, mais a priori, on n'a pas d'informations sur le passage, sur l'action de le rendre obligatoire à ce stade. Sur la deuxième question concernant un salarié en télétravail à 100%, techniquement, en fait, ce salarié qui est en télétravail a les mêmes droits qu'un salarié de l'entreprise qui viendrait sur site. Il a d'ailleurs aussi droit au ticket restaurant. Par contre, en fait, le FMD, c'est quand même une allocation forfaitaire qui est conditionnée à une pratique, notamment sous réserve d'attestation sur l'honneur par le collaborateur ou de justificatif. Donc, si le collaborateur ne réalise pas ses trajets, forcément, il ne va pas pouvoir en bénéficier. Merci Marty pour tes réponses. On a fait grosso modo le tour des questions. Évidemment, il en reste, mais on a dépassé un petit peu l'échéance. Donc, je vous propose de clôturer ce webinaire. Au niveau des prochains webinaires, donc il y avait pas mal de questions vélo, ça tombe bien, le prochain webinaire Betterway aura lieu sur cette thématique. Et vous pouvez également retrouver les autres webinaires d'EcoDev sur l'écosystème mobilité. Si jamais il vous reste des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous avez nos contacts sur cette slide. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer directement et je les dispatcherai en fonction de la réponse à apporter. Donc voilà. Et je vais clôturer aussi en vous souhaitant également une très bonne année 2023 et également une très bonne mobilité. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.